Chers amis des sites historiques Grimaldi, depuis quelques années déjà, je me rends régulièrement parmi vous dans les lieux qui ont, avec Monaco et avec ma famille, une ou plusieurs pages d'histoire commune. Ces moments de découverte et de convivialité font mémoire des liens forts forgés au fil du temps. Mais ils sont surtout l'occasion de nouer de nouvelles relations, fondées sur un héritage partagé et résolument tourné vers les problématiques actuelles de vos territoires. L'origine de ces sites est diverse dans le temps et dans les circonstances, mais elle ne relève jamais de la petite histoire. Ce qui nous a rapprochés renvoie aux grands enjeux géopolitiques européens depuis la Renaissance ou à des alliances matrimoniales fortes. Mes aïeux qui auraient pu négliger les territoires ont cependant toujours eu comme souci la bonne administration locale des fiefs qui leur étaient confiés. Les archives en témoignent et peuvent être matière à valorisation pour vos territoires aujourd'hui. Comme signe de la réciprocité de nos relations nouvelles, j'ai sollicité que la Principauté accueille chaque année une rencontre populaire et festive qui permettra aux habitants de Monaco et à nos visiteurs de découvrir ce qui fait votre identité, votre patrimoine, votre culture vivante, mais aussi votre économie. Monaco Interexpo a été chargé de l'organisation de ces rencontres en partenariat avec le réseau Sites historiques Grimaldi de Monaco. 3 sites sont invités chaque année sur la place du Palais. Très heureux de ce qui a déjà été présenté et certain que notre manifestation a vocation à durer et à se renouveler, j'adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué, en premier lieu M. Albert Croesi, en espérant que vous retrouverez dans ce film ou que vous y trouverez, pour ceux qui ont pu y participer, tout l'intérêt que j'ai moi-même porté à ces 2 journées placées sous le signe de l'histoire et de l'amitié. Un fief, c'est un territoire qui est confié par un monarque ou par un seigneur qui lui est inférieur et qui a différents vassaux et qui, au final, administrent ce territoire et ont des droits, perçoivent dans l'Ancien Régime des droits d'ordre financier, d'ordre fiscal. Ces droits permettent au prince de Monaco, en l'occurrence, d'avoir des revenus qui leur sont octroyés par leur allié et protecteur, que ce soit donc le roi d'Espagne ou le roi de France, en échange de bons et loyaux services, de l'intérêt que Monaco et ses seigneurs, Grimaldi, apportent au roi d'Espagne ou de France. Alors, Menton n'est pas un fief. Menton a été partie intégrante de ce qui va devenir la principauté de Monaco, puisque lorsque les Grimaldi arrivent à Monaco, à la fin du XIIIe siècle, ils vont, pendant une 50aine d'années, construire un ensemble territorial viable, économiquement. Donc Monaco, le rocher ne suffit pas, le rocher a un intérêt stratégique, mais le rocher ne suffit pas. Il y a la plaine de Menton, qui est une plaine agricole, et cette seigneurie de Menton, il l'achète à son précédent seigneur, la famille Vento, qui est une famille d'origine génoise, il l'achète en 1346. Ils vont ensuite acheter Roquebrune pour assurer une continuité territoriale, vous voyez, Menton, Roquebrune, Monaco. Et c'est sur cette base territoriale que la souveraineté des Grimaldi comme État va être bâtie. Et c'est dans le cadre de l'affirmation de la souveraineté, de la reconnaissance de cette souveraineté par ceux qui possèdent le leadership en Europe, c'est-à-dire au XVIe siècle, le roi d'Espagne, les Habsbourg, ou au XVIIe siècle, les Bourbons, le roi de France, que ces fiefs extérieurs à Monaco vont venir dans l'escarcelle, en quelque sorte, des Grimaldi, comme des récompenses de leur fidélité, de l'intérêt qu'ils représentent pour les grands souverains qui les protègent. Menton, c'est la ville du citron, mais c'est aussi une ville faite pour les humains. Elle est à la fois douce et acidulée, comme le citron. Et c'est une ville qui a vécu un demi-millénaire au sein de la principauté de Monaco. Ville méditerranéenne aussi,
parce que ville d'accueil avec une population de souche, les Mentonnais de souche. Donc il y a ce côté rencontre de sensibilité, de culture, pour participer à un goût qui me semble être très méditerranéen, celui où l'on ne s'embrasse vraiment qu'après s'être un peu confronté. On a besoin de la confrontation, on a besoin de casser l'écorce de l'amande pour aller le plus directement possible au fruit qu'est l'amande. Ah, c'est la pissaladière. Les oignons pour la pissaladière. Pissaladière, c'est une tarte aux oignons, on va dire. Donc on met toute notre préparation. Là, ils vont cuire environ 1h30 à 2h en fonction de la quantité d'oignons, et ils vont cuire avec de l'eau, ça va vraiment les confire. Ça va vraiment être confit. Les omboiries, on est traiteur, on fait tout ce qui est spécialité locale, régionale. Ici, ce qu'on essaye d'apporter surtout, c'est vraiment des produits frais. On travaille vraiment qu'avec du frais et garder vraiment cette cuisine traditionnelle que les grands-mères faisaient. On retrouve vraiment ce goût que nos grands-mères faisaient dans la cuisine. Alors, ça va préparer la pissaladière. Donc, les oignons confits. Les petites olives de pays, de l'ail, un petit peu de persil pour la décoration et pour le goût. Ah, c'est vraiment la recette vraiment typique d'ici, ouais. Ma mère travaillait ici il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé avec elle pendant mes vacances, donc je venais les aider et travailler ici. Moi, j'adorais manger surtout. J'aimais manger, j'aimais ce qu'elle faisait, du coup je faisais avec elle, et c'est l'amour de la cuisine, vraiment depuis petit, c'est vraiment de faire de la cuisine, c'est une passion, c'est vraiment une passion. Et la pissaladière, il sort du four qui est bien cuite. Ouais, ça c'est les blettes pour faire les barbadjans, c'est la préparation des barbadjans. Les petits chaussons fourrés, pareil, une spécialité d'ici, vraiment une spécialité régionale. Ah, une poignée de riz dedans, c'est juste pour pomper le jus de la blette pour que ça prenne le goût. Ça c'est la pâte pour les barbadjans. Alors normalement on les remplit à la poche, hein, souvent. Donc là dans les blettes qu'on a fait cuire tout à l'heure, on rajoute du fromage râpé, gruyère, du parmesan. Et là on va leur donner la forme. Cuisson des barbadjans, ils se font frire, c'est comme des petits raviolis. On fait, dès que l'huile est bien chaude, on les fait frire dans de l'huile. Souvent quand je fais des nouvelles recettes, souvent je fais goûter à ma mère pour avoir son avis, pour qu'elle valide ou pas les plats que j'innove. Moi souvent elle aime bien, sinon j'écoute ses conseils, je rajoute ou j'enlève des ingrédients, mais souvent ça va, je commence à l'égaler.
Madame Herbin est arrivée à Menton en 1974 et elle s'est aperçue qu'il y avait de la demande sur de la confiture, notamment d'orange amère à l'époque, parce qu'il y avait encore beaucoup d'anglais à Menton et la confiture d'orange amère était très prisée. Donc elle a trouvé ce petit magasin dans une petite rue et elle a créé donc sa fabrique de confiture artisanale en fabriquant surtout des confitures d'agrumes puisque c'est les fruits ici que nous avons à Menton pratiquement toute l'année. Alors aujourd'hui je vais préparer de la confiture de citron. Ça se fait sur plusieurs jours, une confiture de citron. Il y a des temps de trempage qu'il faut respecter pour ramollir les écorces. Alors là, c'est le tranchage des fruits. On utilise une machine, c'est les seules machines que nous ayons pour trancher les agrumes et l'autre, ça sera pour capsuler les peaux. Après, on le recouvre d'eau et on le laisse tremper le temps qu'il faudra pour que l'écorce soit bien ramollie. C'est celui qui va le plus vite, celui-là, Max. La cuisson va durer entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour les agrumes. Pour les autres fruits, c'est 1/4 d'heure, 20 minutes, ça suffit. Comme nous connaissions donc Madame Herbin, on a appris qu'elle voulait prendre sa retraite et on trouvait dommage de laisser partir une confiturerie artisanale, surtout en pleine ville. Et on a appris le métier avec elle et on s'est pris de passion pour ce métier qui est vraiment un métier de passion. Allez, viens avec le sucre, va Max. On ne peut pas tout faire tomber d'un coup parce que le sucre ne fondrait pas. Et il a tendance à aller au fond de la bassine et de faire caramel en fait. C'est vraiment un métier, hein. Les personnes croient que la confiture ça se fait facilement, on prend le fruit, on rajoute du sucre et non. Enfin, à la maison Herbin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en même temps, c'est l'intérêt du métier, hein, c'est rechercher toujours l'excellence du produit fini. Là, je suis en train de bien mélanger pour que le sucre fasse bien le sirop et ne reste pas au fond de la bassine. Et ensuite, on va mixer et empoter et capsuler et notre confiture sera prête. Oui, c'est un art et il faut de la passion, beaucoup d'amour, du temps aussi, de la patience, aussi de l'ingéniosité et un petit brin de folie aussi de temps en temps. Ici, on est au cœur de la ville, donc rue de Bréhat, à l'huilerie Saint-Michel, institution mentonnaise, une maison qui existe depuis 1896. C'est la plus vieille maison mentonnaise en termes de commerce, c'est une huilerie. On sait que les huileries se perdent de plus en plus dans les villes et dans les villages. Et aujourd'hui, on a su garder cette institution et ce savoir-faire. On est créateur de saveurs, on crée des macérations à froid avec des agrumes, avec du poivre. On crée des signatures pour des chefs étoilés.
Moi, ce qui me plaît ici, quand je viens ici, c'est que je me sens vraiment chez moi. On est à Menton, et donc c'est vrai que par rapport à mon identité et l'institution d'Huileries Saint-Michel, me retrouver là et savoir que voilà, c'est mon huile. Cette année, on espère que les fleurs tiennent. Oui, et si on voit la végétation, il n'y a pas de raison. Et il devrait y avoir une belle récolte, hein, parce qu'on voit déjà les fleurs. On est en hauteur de Menton, à Monty, donc dans les hauteurs. On est dans un versant, on est coincé entre d'un côté Sainte-Agnès et de l'autre Castellar. Voilà. En fait, je bénéficie de toute la récolte de cet oliveraie, puisqu'on a un partenariat qui est avec M. Versas. Il y a 1200 oliviers, 1000 chênes truffiers, vous avez 500 agrumes, vous avez pas mal d'avocatiers. Sache que quand même la dernière récolte qu'on a faite, elle était vraiment exceptionnelle. C'est déjà un privilège de connaître le personnage de José Versas, parce que c'est un homme de la nature et c'est un homme qui aime ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la nature le rend bien. On a bien vu toute cette terre, tout ce terroir, ces oliviers, ces agrumes. Et je veux dire, l'histoire, c'est de pouvoir transmettre tout ce savoir-faire et toute cette générosité qui donne à la nature dans nos bouteilles. C'est d'abord un plaisir, hein, et parce que bon, pour dire, c'est pas que vous gagnez de l'argent, vous faites ça pour un plaisir. Et moi, la terre, c'est mon plaisir, et c'est ma ballerine. Voilà. Ben, c'est-à-dire que vous avez peut-être une maîtresse, moi, c'est mon terrain. Et c'est mon plaisir de la terre. C'est quand j'arrive ici, je revis. Parce que mon métier, c'est m'abrouiller. Le marché de nos collines, ils vendent tout. Sans un personnage comme José qui aime ce qu'il fait, s'il n'y avait pas des gens comme ça, je veux dire, on n'existerait pas. Donc bravo à ces artisans et à ces oléiculteurs qui nous donnent un petit peu de valeur ajoutée aussi. Hein. Quand on est là, on a Menton à nos pieds. C'est pas beau ça? C'est formidable, avec tous ces oliviers. Voilà, et là on peut voir toute la partie des oliviers. Malheureusement, les citrons, ils ont séché. D'abord, on appelle ça les terrasses de la Côte d'Azur. Mais ça n'a pas de prix. Par les promeneurs. Hein. Aujourd'hui, de représenter Menton pendant la Saint-Jean, j'en suis très fier. Faire de la dégustation et essayer de transmettre mon savoir et tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a transmis, c'est beau. C'est aussi ça la vie, c'est la transmission. C'est mon chemin de fer. Ici, je fabrique les faïences mentonnaises. C'est un atelier qui existe depuis plus de 100 ans. En fait, il a été créé en 1896 par Eugène Perret-Gentil, qui a été suivi par son fils Charles, puis par le gendre de Charles, M. Proli. Et moi, je suis arrivée en 4e génération pour prendre la suite de M. Proli, puisqu'il n'y avait personne de la famille qui voulait le faire. Menton est devenue une ville de céramistes grâce à Monaco, puisque c'est Monaco qui, à l'exposition universelle, a eu un grand succès avec des poteries qu'ils avaient achetées. Hein. Ils ont eu tellement de succès qu'il a fallu vite mettre en place un atelier de fabrication sur site. Donc Monaco a fait venir des céramistes, je crois, de l'ouest de la France, enfin, qui sont venus plus ou moins fabriquer pendant un certain temps. Et puis après, ils se sont installés sur Menton, tous dans la vallée du Borigo. Ces faïences, je les ai toujours connues.
ça fait quand même partie du patrimoine. J'avais une ambition d'études artistiques. Ma mère qui était cliente de l'atelier, en discutant avec M. Proli, elle avait dit « Oh, elle veut faire les beaux-arts ». Ben, pourquoi elle ne vient pas reprendre l'atelier? C'est vrai que la majorité du travail, c'est la décoration, donc elle pourrait, pourquoi pas. Et puis je suis venue voir et c'est vrai que ça m'a plu. J'ai travaillé un petit peu avec lui et je suis rentrée dedans et voilà, je ne suis plus sortie de l'atelier en fait. Ma mère m'avait dit quand même, elle disait attention, hein, c'est des citrons, toujours des citrons. Mais il y a les petits citrons, il y a les gros citrons, puis il y a la partie fabrication aussi. Donc c'est vrai que je reviens toujours au même décor, mais je ne le fais pas tout le temps à la chaîne. Les gens qui viennent travailler ici parfois me disent « Oh, on ne voit pas le temps passer, c'est déstressant ». Moi, je ne suis pas stressée dans l'atelier. Je suis née à Monaco, ça a toujours été assez lié en fait. Monaco, c'est notre grande capitale où on peut trouver tout, même dans la cuisine. Donc, pour moi, je ne sais pas comment expliquer que Menton et Monaco, ça reste lié, même aujourd'hui. Les Baux, quand ils entrent dans la possession des Grimaldi, c'est une forteresse qui a été arasée parce que lors de l'affirmation de leur pouvoir, les rois de France veulent abattre toutes les places fortes qui pourraient résister au pouvoir royal. Donc le roi de France Louis XIII puise dans un certain nombre de territoires qu'il a sous administration directe, sans une cascade hiérarchique de vassaux sous le roi. Les Baux de Provence ont l'avantage d'être proches, relativement proches, de la principauté. Le prince de Monaco, il veut comme protecteur le souverain le plus puissant en Europe. Au début du XVIIe siècle, c'est la France qui s'affirme comme la puissance dominante. Et le marquisat, pourquoi ce titre de marquis? Parce qu'il est destiné à l'héritier du trône. Héritier qui était déjà marquis lorsque Monaco était sous domination espagnole, sous protectorat espagnol. Donc il faut un titre de marquis pour l'héritier du trône monégasque. Et c'est pour cela donc, que le roi de France Louis XIII érige en marquisat la terre des Baux de Provence en 1642. Les Baux de Provence est un village historique au cœur d'un paysage qui est tout à fait extraordinaire. Et les Baux de Provence, c'est ça, c'est l'ensemble. C'est un paysage, un environnement qui est tout à fait exceptionnel. Et puis au milieu de cet environnement, il y a un éperon, un rocher. Et sur ce rocher, il y a un village historique avec un château et un certain nombre de constructions qui reflètent l'histoire des Baux entre le Xe siècle, disons, et le XXe siècle. Il n'y a pas eu de relation très directe entre la commune des Baux et la famille de Monaco pendant tout le XIXe siècle. Les relations ont repris après la guerre, avec la naissance du prince Albert essentiellement, puisqu'à cette époque, le prince Régnier III avait profité de la naissance du nouveau marquis des Baux pour offrir à la commune la réfection des vitraux de l'église. Le prince a fait don à la commune d'une magnifique série de vitraux qui ont été faits par Max Ingrand, qui était le grand maître verrier français de cette époque. On a à cœur d'avoir en permanence les couleurs de Monaco dans la commune. Bon,
Le drapeau de Monaco est sur l'espace qu'on a baptisé d'ailleurs espace Prince Régnier III de Monaco. Hein. Et puis sur la mairie, il y a toujours, bien sûr, le drapeau de Monaco avec le drapeau des Baux et le drapeau de France. C'est très important parce que ça fait partie de l'histoire de la commune. Et puis tous les habitants des Baux et les visiteurs sont très attachés à cette histoire et à la présence, pendant un peu plus de 150 ans, de la famille Grimaldi au Haute-Provence. Donc c'est quelque chose qui est très significatif et très important pour nous. Alors on se trouve au Baux de Provence, dans le mas familial dans lequel j'ai grandi. Je me considère comme vraiment une enfant très privilégiée d'avoir pu gambader dans les Alpilles. Je me rappelle de cache-cache avec mes copains dans les ruelles des Baux de Provence. Voilà, c'est vraiment un endroit absolument magique. Moi, je fabrique des fuseaux de lavande. Alors, le fuseau de lavande, c'est une tradition qui date du XVIIIe siècle. Ça consiste en fait à tisser de la lavande fraîche avec du ruban et donc à enfermer les fleurs fraîches de lavande dans les tiges grâce au ruban. Et au XVIIIe siècle, on mettait ça dans les armoires. Et en plus de parfumer le linge, c'était utilisé comme antimite. Un fuseau de lavande demande 45 minutes de travail entièrement manuel. Ça demande de la dextérité, mais surtout beaucoup de patience. Alors moi j'ai appris quand j'étais petite fille. Je pense qu'à l'époque c'était un été. Ma maman trouvait que je regardais un petit peu trop la télé et elle m'a dit: ma fille, je vais t'enseigner quelque chose qui j'espère voilà, t'occupera dehors et te servira peut-être un jour. Et puis voilà, elle avait raison parce qu'aujourd'hui j'en fais une activité qui me plaît énormément et qui semble beaucoup plaire aussi à mes clients. Aujourd'hui, je suis la seule dans la région à perpétuer cette tradition qui a complètement disparu. C'est un vrai luxe et c'est quelque chose qui est vraiment apprécié des gens, de voir qu'il y a encore des personnes qui fabriquent des choses de leurs mains et qui font revivre des patrimoines artisanaux un petit peu oubliés, quoi. J'ai vraiment conscience que je perpétue un savoir-faire régional, local, et c'est pour moi très important. Oui. Alors nous sommes à Mossane-les-Alpilles, dans la vallée des Baux de Provence. Nous sommes dans mon atelier où je fabrique des bijoux en argent massif que je forge ici depuis quelques années, ici maintenant. Sur le poignet, ça va arriver comme ça, c'est parfait. C'est une façon de fabriquer qui est quand même très traditionnelle et très archaïque. Il n'y a pas beaucoup d'étapes et c'est justement ça qui me plaît dans cette façon de faire. C'est que c'est quelque chose qui se rapproche des bijoux romains, gallo-romains. J'ai appris le métier avec mon grand-père, qui s'appelle Jacques Moniquet, qui habite au Baux de Provence. Et j'ai appris avec lui pendant 6 ans, j'ai été son apprenti. Et depuis 2012, j'ai mon propre atelier et ma propre boutique à Mossane. C'est un autodidacte, donc il n'est pas allé à l'école de bijouterie, donc ça lui a permis d'être beaucoup plus ouvert et d'avoir une façon de travailler qui est très différente du reste des bijoutiers, ce qui fait qu'on a des bijoux qui sont différents.
J'aime beaucoup travailler l'argent parce que c'est un métal qui est très ductile. Et c'est un peu comme un ami avec lequel je travaille, c'est très agréable. Alors pour la principauté, je compte réaliser une étoile des Baux à 16 branches en argent massif. Et voilà, donc je suis en train d'y penser et je vais la réaliser bientôt. De fabriquer ce bijou pour la principauté, ça me touche particulièrement parce que ma grand-mère était monégasque, je suis moi-même né à Monaco. Et donc de faire quelque chose pour la principauté de Monaco, ça me touche particulièrement. On se trouve à Barbentane, où j'exerce mon métier de santonnière. Santonnière, c'est fabriquer des petits sujets en argile pour que les personnes puissent réaliser la crèche. Et ici, en Provence, c'est une véritable tradition. Le santon représente la nativité au départ. On recrée en fait la naissance du Christ. Ici, en Provence, ça prend une autre dimension puisque les gens recréent tout un village avec les vieux métiers, les animaux, les décors, etc. Ça peut prendre parfois toute une pièce de la maison. Mes sujets touchent beaucoup les enfants. J'ai souvent des enfants devant mon stand qui reconnaissent leur grand-père, leur grand-mère, leur voisin, le facteur. Pour ma part, l'inspiration vient souvent des émotions, des rencontres. Donc on est dans la création du sujet, on va prendre un petit morceau de terre, des outils, et puis on va laisser les mains travailler, qui sont bien souvent reliés à soi et au cœur, entre autres choses. C'est une rencontre en fait qui m'a amenée au métier de santonnier. J'ai rencontré une santonnière et j'ai été fascinée par ce petit monde, par tous ces petits sujets de toutes les couleurs. Donc petit à petit, je suis allée la retrouver, j'ai créé mes sujets et ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on s'est rencontrés, une dizaine d'années que j'exerce. Mes sujets sont plutôt, on les appelle naïfs. Ils sont pleins de poésie, ils sont ronds, ils sont doux, ils sont généreux dans les couleurs. Ils n'ont pas de visage, ce qui permet à chacun de se projeter et de faire un petit effort d'imagination pour se retrouver dans le sujet. Le métier me plaît beaucoup parce qu'on crée des petits sujets en fait. On fait appel à l'âme d'enfant chez chacun et surtout chez les grandes personnes. C'est très plaisant de voir tout un chacun construire tout un espace avec des sujets, de la mousse, pour recréer un peu de magie chez soi. Au Beau, aujourd'hui, on est venu avec l'association Berger d'aujourd'hui pour expliquer aux gens la tonte, à quoi ça servait, aussi le métier de berger et présenter un peu nos races locales. Un tondeur, il peut tondre environ, avec de l'expérience et d'acidité, à environ entre 180 et 230 brebis par jour.
C'est un travail très physique. Et un tondeur, il dit pour savoir tondre une brebis, il faut 10 000 brebis. Ah, elle a envie de rejoindre ses copines. En fait, on danse, on joue avec les genoux et les pieds et on la balance de droite à gauche et on la coince. Mais ça lui fait pas du tout mal. Si tu l'as entendu bêler, c'est qu'elle avait sa mère ou sa copine à côté qui l'appelait et elle voulait rejoindre. Mais elle avait pas du tout mal. Hein. À mon compte en tant que mécanicien, garagiste, j'ai eu une grosse pression des gens pour avoir vite leur voiture, tout ça. Et un jour j'ai dit stop, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter sinon tu vas devenir fou. Et pourquoi berger? Parce que j'ai quand même des racines de berger, parce que mon père et mon grand-père étaient bergers. Du coup, quand j'ai été ado, j'ai voulu faire des études autre que agricole par exemple, et j'ai dit pourquoi pas mécanicien, et voilà quoi. Et donc à un moment donné, il a fallu dire stop et revenir aux sources. On part l'été en gros 3 mois avec les brebis, 3 mois et demi, ça dépend aussi de la période de l'herbe, quand elle pousse en montagne. Moi je le suis aussi et je l'aide pour les soins. Je suis plutôt aide berger quand on part tous les deux. C'est-à-dire que je suis là pour les soins et toute l'intendance, quoi. Donc je m'occupe de la cabane, des repas, entre autres. D'être en garde avec les brebis toute la journée, je me sens libre, je m'évade avec elles, je pense aux brebis toute la journée, à d'autres choses, mais la vie en bas, pour moi, elle n'existe plus. Voilà. On est un peu coupé du monde du coup, et du coup la ville, on la voit plus quoi. On la fréquente plus. Les gens sont dans un schéma, il faut vite tout faire vite les choses quoi. Et ça c'est nous dans ce milieu on peut pas faire ça, on peut pas vivre trop vite et du coup quand tu vas à la ville t'es un peu déconnecté quoi. Venir à Monaco, c'est promouvoir notre métier, en discuter avec les gens, avec le public. Voilà, on n'est pas en voie de disparition, on est toujours là, il y a toujours des bergers. En plus, ça se féminise de plus en plus, des jeunes. Donc voilà, faire découvrir notre métier, comment il se pratique aujourd'hui, quoi. Voilà, comment on vit, comment on travaille, avec qui, et voilà. C'est un métier ancien mais qui est pas perdu, on continue. Et en France, dans le monde entier, il y a plein de bergers qui sont encore là. Et on veut dire aux gens que ça existe toujours et qu'on a envie que ça dure toujours comme ça aussi.
Alors, le comté de Carladès résulte d'un complément qu'il fallait aux 2 fiefs principaux déjà octroyés par le roi de France. Complément pour 2 raisons. À la fois complément financier. Il fallait atteindre, ce qui était promis, 75 000 livres de revenus annuels. Et d'autre part, l'intérêt était aussi d'offrir un titre qui pourrait être porté par le 2e dans la ligne de succession au trône monégasque. Et donc, on a trouvé, à cheval sur aujourd'hui 2 départements, 2 grandes régions, l'ancienne vicomté de Carlas, qui était un fief puissant, là aussi centré autour d'une forteresse importante au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, et qui là encore une fois avait été arasé. Le comté de Carladès est donc un titre qui va être porté par le 2e dans la ligne de succession, et les archives témoignent que les princes ont été toujours très attentifs à la bonne administration, même s'ils étaient lointains, à la bonne administration de ce comté de Carladès, pour que l'administration des populations qui leur sont confiées soit juste et non pas perçue justement comme un joug lourd et d'un souverain méditerranéen lointain. C'est en plein cœur de notre belle Auvergne que j'ai composé l'air de ma chanson. Ensemble on va chanter la Barésienne, Jean du Cantal et Jean de l'Aveyron. La chanson s'appelle La Barésienne. C'est une chanson que j'ai composée en 1992 en l'honneur de ce terroir qui est la région du Barès, d'où est originaire ma maman. Mur de Barès offre sa porte ancienne et des maisons de Lavaux vieux toit gris. Rappelant bien qu'elle fut la suzeraine à Monaco du prince Grimaldi. De Thérondelle jusqu'à la Devèze, on peut y voir des villages charmants, des vallées dominées par des falaises, les barrages de la Barthe et de Sarance. L'histoire de la famille Grimaldi est très présente ici dans cette région, donc on ne peut pas faire une chanson sur le Carladès, sur la région du Barès, sans évoquer bien sûr la famille Grimaldi et Monaco. Il y a toujours cette infinie nostalgie qui reste. On ne sait pas trop pourquoi, ça a un lien non raisonnable, purement affectif. Et ça, aujourd'hui, elle est, malgré ce que diront certains esprits chafouins, elle est toujours présente. Cette envie de faire ensemble. La région, c'est le Carladès. Le Carladès, c'est depuis Louis XI une terre royale. Pris entre les monts de l'Aubrac et les monts de Cantal, c'est là, je crois, que réside toute une grande partie, du moins, de l'authenticité du territoire. C'est que on ne peut pas tricher. C'est pas possible, c'est impossible. C'est une région qui est restée quand même, qui a su évoluer aussi bien sûr, hein, mais qui est restée authentique, vraie, voilà, dans laquelle il fait bon vivre avec des gens qui sont vrais, qui sont... voilà, ça ne s'explique pas trop, c'est une région qui est très chère à mon cœur. Mais on est à Dillac, sur notre ferme. Au milieu des vaches. Moi, j'ai repris la ferme après mes parents.
Et avec ma femme, on a continué l'élevage des vaches laitières et on s'est mis à transformer le lait pour fabriquer des produits laitiers. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de vaches laitières de race brune, donc une race fromagère. Et on produit à peu près 200 000 litres de lait. Une partie de ce lait sert à élever les veaux. Et puis le reste, la grosse partie est transformée par Isabelle. Voilà, en lait, crème, beurre, faisselle, glace. Pour faire du beurre, il faut 22 litres de lait au départ. C'est énorme. 22 litres de lait vous donne à la fin 1 kg de beurre. Là, je suis en train de mouler le beurre. Et on le moule avec notre moule en bois. Donc nous, on fait du beurre doux et du beurre demi-sel. Alors le beurre demi-sel se conserve un peu plus longtemps parce que le sel le conserve, donc 17 jours. Et le beurre doux se conserve 11 jours. Et on n'y ajoute aucun ferment, aucun colorant dedans. Donc c'est le vrai beurre de ferme. Alors c'est ma belle-fille, c'est Marine, qui m'aide à la fromagerie. À la transformation de tous les produits laitiers, des glaces et aussi de tout ce qui est charcuterie, puisqu'on élève les cochons aussi avec le petit lait. On se complète complètement, tout à fait. Moi je suis le paysan et puis elle c'est la fermière qui valorise tous les produits de la ferme et qui les vend, qui les livre. Moi j'adore le contact avec les clients, comme je travaille dans la restauration. Donc je suis passionnée par ça. Je voulais vous faire voir les fromages quand même, l'armoire d'affinage. Ici vous avez l'armoire d'affinage, voilà. Alors nous on n'a pas de cave naturelle, donc on fait affiner en armoire d'affinage. Et les fromages sont vendus entre 12 et 6 mois d'affinage. 6 mois d'affinage, ils deviennent tout noirs. Mais bon, il faut aimer, hein. C'est un goût très très fort. Mais on a des amateurs. Il en faut, on fait un peu pour tous les goûts, hein. Voilà. Alors les glaces, voilà, comment se présentent les pots. Les pots en 500 ml et en 100 ml. Alors les tout petits, il y a la cuillère à l'intérieur. Les sorbets sont tous bio, avec nos fruits dans la mesure du possible. Sinon, on achète à d'autres producteurs des fruits bio. Alors si vous en voulez une, je vais vous en offrir une. Non, vous ne voulez pas manger de suite? Non, elles sont très 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 goûteuses. On fait un métier qui nous plaît. Voilà. Énormément. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à faire. Ouais. Et on prend beaucoup de plaisir à fabriquer des produits qui ravissent les papilles des consommateurs. Pour nous, c'est un métier passionnant dans lequel on peut s'éclater. Il suffit d'avoir un bout de terrain et avec ça, on peut travailler à l'infini. C'est jamais fini. On il y a toujours... est libre de faire ce qu'on veut encore. C'est ça qui est très important. Il y a des règles, mais avec ça, on a encore un peu la liberté d'entreprendre, de faire des choses comme on le sent. Oui, bien sûr qu'on est fiers de ce qu'on fait. Ah, j'avais pas compris. Très. Oui, on est fiers de ce qu'on fait. Alors ça s'appelle une cabrette, c'est une cornemuse qui à l'origine ça s'appelait une musette. D'où le nom des balles musettes. Avant l'arrivée de l'accordéon, on allait danser au bal à la musette. C'est cet instrument qui a créé les balles musettes. C'est une cornemuse. On appelle une cornemuse tout instrument qui a une poche d'air et un hautbois.
Donc vous en avez toutes sortes différentes. En France, on a une douzaine de cornemuses et il en existe une centaine dans toute l'Europe. Alors c'est l'instrument typique du Massif central. Voilà, ça comprend le Cantal, l'Aveyron, la Lozère, un peu le Limousin, le Puy-de-Dôme. En montant sur la région parisienne juste après l'armée, je rencontre la colonie auvergnate sur la région parisienne et là, ils me disent viens avec moi, on va faire des veillées, on va danser. Quand ils m'ont vu danser, ils ont dit celui-là, attention, il est nul. Et donc ils m'ont donné une cabrette dans les mains, ils m'ont dit tu seras peut-être mieux à jouer de la cabrette. Et donc je dis oh, si c'est pour boucher quelques trous, ça devrait faire. Finalement ça s'est trouvé plus compliqué que prévu. Donc j'ai suivi des cours et j'ai appris à jouer de la cabrette. Ce qui me plaît, moi, c'est la cornemuse. Et puis, il faut créer les notes. Les notes, elles n'existent pas sur cet instrument. Donc, c'est suivant la pression d'air que je vais exercer sur mon bras, sur la poche, qui va donner le son le plus juste. Je me suis passionné de cet instrument et après j'ai voulu le fabriquer. Et aujourd'hui j'en fabrique pour le monde entier. Et puis bon, c'est l'instrument de nos anciens. Donc voilà, on continue la suite de nos aïeuls. C'est très important. Si on ne sait pas où on a nos racines, on est perdu. Nous sommes sur le rocher de Carlat, sur lequel auparavant se trouvait un château, une place forte, et qui n'existe plus depuis qu'Henri IV a donné l'ordre de la supprimer en 1604. Donc depuis 1604, le rocher est dans l'état dans lequel vous le voyez aujourd'hui. La forteresse, elle s'est démolie en un an. Les pierres ont été basculées du rocher et ont servi pour emprunt pour la construction d'autres édifices et notamment ceux à Vic-sur-Cère, d'autres maisons d'époque. Et donc c'est en 2017, la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac a eu l'initiative de valoriser ce rocher et de faire ce projet de réalité augmentée qui a démarré donc au mois d'août 2017. On a reconstitué cette forteresse, pas de manière, on va dire, physique, mais de manière immatérielle, une manière alliant la technologie avec la réalité augmentée et la 3D. Pouvoir montrer donc, cette forteresse avec des casques de réalité virtuelle. Donc les personnes circulent librement sur le site et peuvent donc à chaque instant scanner un code sur le sol et être immergés à cet emplacement dans la forteresse à l'époque du Moyen-Âge. On a vraiment reconstitué la forteresse donc, telle qu'elle était avec l'aide des historiens, donc sur les sources historiques dont on dispose aujourd'hui. Et donc de proposer ça au public, de leur dire, voilà, on vous montre une petite partie de l'histoire du site, donc la forteresse dans sa majesté à l'époque de Jacques d'Armagnac. On voit donc les boiseries au plafond, donc la fenêtre et puis une tapisserie, une grande cheminée, qui sont vraiment très bien détaillées.
nous sommes dans un écrin de verdure, un endroit calme, un endroit propice à la balade. Ce lieu est un lieu très important parce que les habitants de la commune adorent venir se promener sur cette plateforme. Certains pour venir passer des soirées, d'autres juste pour un lieu de promenade l'après-midi. Donc ce lieu leur est très cher. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté en fait, de la part de la région Auvergne, enfin maintenant région Auvergne-Rhône-Alpes parce que ça s'est agrandi, d'attirer des gens, d'être dynamique et de construire de l'économie justement locale, même dans des zones rurales. Donc ce site fait partie de ce projet-là. Voilà, c'est un site qui peut faire vivre justement une petite ville rurale avec quand même un projet touristique qui amène des touristes. On pense souvent au monde rural avec des clichés un peu archaïques, des images figées. Au contraire, il faut montrer le monde rural pour ce qu'il est, un monde vivant, un monde avec plein de créativité, plein de richesse. Et c'est ça qui compte en fait. Un environnement, c'est préservé, on en a tous. Mais je pense que ce sont les hommes et les femmes qui les enrichissent, ces territoires. Et c'est vrai qu'on y respire, on a de belles sensations, de belles vibrations ici. Mais c'est grâce à tous ces gens-là, les agriculteurs, les commerçants, les entreprises, tout ça, ça fait un vivier de personnes qui montrent le territoire rural comme il est maintenant. Là, je cuisine des carrés de bique. Voilà. Une recette à base de farine, sucre glace, sel, œuf, vanille et du pur beurre. C'est de la pâte sablée très fine et il faut presque qu'on voit à travers. C'est bon quand on voit à travers. Voilà, quand on commence à voir à travers, alors il faut beaucoup la fariner pour pas que ça colle. C'est une spécialité de Vic-sur-Serre. C'est pour ça qu'on les appelle les carrés de Vic, parce que c'est vraiment ici qu'on va en trouver. C'est des jaunes d'œufs avec une pointe d'extrait de café qui permet de le colorer pour lui donner un petit aspect foncé au four, une belle couleur dorée. C'est du fait maison. On essaye de s'appliquer, c'est pas régulier à tous les coups, mais c'est fait maison. Voilà, c'est pour ça que c'est important et il n'y a qu'en faisant de la qualité qu'on peut se démarquer. En travaillant des produits de qualité et voilà, avec du beurre de qualité, avec de la farine de qualité, qu'on travaille. Voilà. C'est la dorure avec l'extrait de café qui donne cette couleur un peu foncée. Il est cuit juste ce qu'il faut. Il faut bien qu'il soit craquant, faut bien qu'il soit cuit pour être craquant. Ça c'est pareil, mais c'est en petit avec des petites amandes dessus. On fait des petits sachets comme ça. C'est ce qu'on va vous donner pour déguster le jour du marché à Monaco. Voilà. On en fera des petits pour déguster. Je suis content. Que ce soit dans le sud, à Monaco, je suis content. Que les gens goûtent ce qu'on fait ici dans le Cantal, à Vic-sur-Serre. C'est un honneur, on est très touchés. Les gens, oui, sont surpris, mais tellement reconnaissants de cette invitation. On va essayer d'apporter notre chaleur humaine. On aime le Cantal à travers, vous avez dit tout à l'heure, à travers sa nature, mais aussi à travers son fromage et qu'on aime déguster tous ensemble. C'est tout un symbole, je crois, le fromage. C'est encore l'attachement à la terre, c'est l'attachement à la nature, à des savoir-faire. Donc ça représente vraiment l'identité du territoire.
on est en plein cœur du département du Cantal. Je suis gérant d'une exploitation agricole qui transforme le lait en plusieurs fromages, dont l'AOP Cantal, sur 50 hectares de prairies naturelles et un troupeau de 40 vaches laitières. Mon fil conducteur, c'est aussi un fromage, mais le fromage de qualité. Et je fais tout pour que le fromage soit de qualité. La fabrication typique à ce fromage, je ne pense pas qu'on la trouve ailleurs. Déjà, c'est une fabrication qui se fait sur 3 jours. Là, on est en train de travailler le lait de la traite de ce matin. Donc là, Marlène est en train de décailler. Donc le décaillage consiste à séparer l'eau et la matière sèche du lait qui va nous servir à faire le fromage. Le fromage qu'on fait ici, il reprend les gestes que faisaient les anciens avant, avec un peu de modernisme quand même, parce qu'il faut vivre avec notre époque, mais ça reste le fromage qui était fait avant et que les gens apprécient. On ne fait pas toujours la même chose, et ce qu'on pourrait croire, on fait toujours des gestes répétitifs, mais le lait est toujours différent en fonction de la saison, de la technologie fromagère, de plein de choses, de nous, notre tempérament aussi. Si on est énervé, ça ne va pas faire la même chose. Au départ, j'avais pas beaucoup de responsabilités et au fur et à mesure, j'en ai de plus en plus. C'est ce qui me plaît parce que, en plus, avec le patron que j'ai, il me laisse toutes les libertés que je veux. Donc du coup, tant que je fais un produit de qualité, je fais comme je veux. Donc ici, on est arrivé à l'étape où on finit de soutirer l'humidité de la tome. Donc par le biais de 12 pressages consécutifs. Et ensuite, on va la mouler et presser en moule pendant 48 heures pour enfin la rentrer en cave. Pâte qui est bien liée, qui remplit bien la sonde. Hein. Tiens, je te laisse goûter aussi. Il y a un bon équilibre entre l'arôme et l'intensité. Ils auraient un peu plus d'intensité, ça serait peut-être pas plus mal, mais on a quand même un bon équilibre entre l'arôme et l'intensité du goût. Ouais. On goûte le fromage, mais c'est pour juger le travail des gens. Donc on n'a pas le droit de se tromper. C'est un fromage qui évolue et qui se métamorphose au fil du temps, si vous voulez. Entre un Cantal jeune et un Cantal vieux, ça n'a rien à voir, ni au niveau aspect extérieur, ni au niveau pâte, ni au niveau du goût, quoi. Et cette notation, la profession se l'est imposée, c'est pour toujours faire progresser la qualité vers le haut. On se trouve au tunnel de Mentières, un tunnel qui est situé à 1000 mètres d'altitude environ. Voilà, et on a récupéré ce tunnel pour affiner nos Cantal. Alors dans ce tunnel, on peut mettre jusqu'à 3000 fromages. 3000 fromages qui vont recevoir des soins 2 fois par semaine. Alors quand je dis des soins, c'est être frotté, retourné 2 fois par semaine. C'est ici qu'il a les meilleures conditions pour prendre toute son ampleur. Un bon fromage, déjà, ça va être, on va le reconnaître par sa croûte. C'est un fromage qui est bien boutonné, qui a du relief. Et ensuite, par sa pâte, on va avoir une pâte ferme, mais à la fois fondante. Il faut qu'elle se délite bien au palais. Et ensuite, il doit dégager un arôme, on dit un arôme de noisette, un arôme herbacé.
La fabrication, bien sûr, est importante. De toute façon, le fromage, c'est une longue chaîne, la fabrication du fromage. Mais l'affinage, c'est la finalité. C'est là que le produit va prendre toute son ampleur, toute sa robe et son arôme. Quand je vends du fromage, si je vends du fromage à Lille ou à Perpignan, je sais que j'ai un bout de mon terroir qui part à Lille, qui part à Perpignan. Ça, j'en suis fier, quoi. Je suis née ici, j'ai la terre de mes parents, donc je ne me vois pas faire ma vie ailleurs que dans le Cantal. On est enclavé, donc du coup on a su garder nos traditions, et ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions. On a quand même une forte tradition, autant niveau produits gastronomiques que il y a plein de cultures différentes, quoi. L'initiative du Prince fait que peut-être pour la première fois, ou en tout cas depuis très longtemps, l'ensemble des enfants du Carladès vont se retrouver. C'est une occasion de se replonger justement dans la profondeur de l'histoire, la profondeur d'un destin commun. C'est pour nous évidemment un grand honneur et c'est aussi la possibilité de renforcer les liens avec la principauté qui a été propriétaire des terres de Calvinet il y a quelques siècles. Faire revivre le passé et puis aussi envisager l'avenir, parce que je pense qu'il est très important de faire partie de ce réseau de villes qui ont été les anciens fiefs des Grimaldi et donc de pouvoir ensuite continuer ces relations. C'est une occasion de rencontrer les gens d'autres territoires, que ce soit Menton ou les Baux, et ce sera l'occasion ensemble de tisser des liens d'amitié et de tisser pourquoi pas des projets communs de développement, principalement en matière touristique ou économique. L'arme sur l'épaule. Droite. En avant. Marche. Exactement, bah c'est 100% naturel en plus. L'œuf est cuit, brut, avec un peu d'huile d'olive. J'ai pas goûté celui-là, c'est pas de souci. Quel âge il a celui-là? Celui-ci là, là. Donc vous voyez, il est déjà plus sec. Ouais, plus sec. Et un peu plus fort en goût, c'est normal.
Oh non! Ça c'est l'improvisation. On va rebrosser le petit chapeau et je te fais ton câlin. Voilà. On va le laisser là, le chapeau, d'accord? Sinon je connais un comédien qui sera très embêté. Regardez-moi. Alors maintenant, toi Ce qui nous réunit ce soir pourrait paraître à certains qui ne sont pas ici, totalement anachronique. Par contre, les siècles pendant lesquels les aïeux ont eu la responsabilité des territoires que vous représentez aujourd'hui ont laissé un héritage et un testament. Même en respectant les évolutions institutionnelles successives, nous ne pouvons le nier ou l'oublier. Madame le maire de Vic-sur-Cère, Madame Dominique Bru, Monsieur Bernemans, maire de Calvinet, Monsieur Michel Fénard, maire des Hauts-de-Provence, Ce soir ne sera pas comme tous les soirs. Ce soir est un soir spécial. Un soir où les tiroirs de la mémoire s'ouvrent, où les mots prennent vie, où les figures ressuscitent à la lueur de cette lune. Ce soir, je veux te raconter notre histoire. Notre histoire. Je sais ce que tu vas me dire. Tu le connais, ce palais. 1000 fois tes yeux ont croisé sa splendeur et pourtant 1000 fois, tu n'as rien vu. Regarde de plus près. Tu regardes pour la première fois ce qui le rend unique, ses racines. Dans ce livre se cachent tous les secrets. Tu entreras dans chaque page comme on visite le monde et ses merveilles. Imagine que ce palais n'a d'abord été qu'une simple fortification sur une péninsule, et maintenant, remontons le temps jusqu'au XIIe siècle, jusqu'à l'origine de la dynastie des Grimaldi, l'une des plus anciennes familles régnantes du monde.
commence avec Otto Cannella, premier de nos ancêtres connus et consul de la cité italienne de Gênes. La descendance de son fils Grimaldo se fait appeler Grimaldi et devient un clan extrêmement puissant au sein de la ville. Mais Gênes est alors tiraillée par des luttes intestines. Deux grandes alliances s'affrontent pour incarner la suprématie en Europe. La faction des Guelfes, qui soutient le pape de Rome, et celle des Gibelins, partisanes de l'empereur germanique. Malheureusement pour les Grimaldi, les Gibelins l'emportent et bannissent leurs ennemis. Et c'est dans cet exil que débute le plus extraordinaire mythe de notre histoire, celui de Malizia. Sache que chaque fois que tu admires ce palais, Malizia t'observe de sa stature de bronze. Si tu le regardes attentivement, il prendra vie à travers la mémoire des siècles qui le séparent de toi et te livrera son secret. Nous allons maintenant pénétrer dans la fabuleuse aventure de cet épisode décisif de notre histoire. Ce mystérieux Malizia n'est autre que François Grimaldi. C'est l'un des nombreux descendants du fameux Otto Cannella. Remontons maintenant aux sources du mythe. Nous sommes dans la nuit du 8 au 9 janvier 1297. Le guelfe, François Grimaldi, a le projet incroyable de pénétrer dans cette forteresse. Je dis bien incroyable, car il ne dispose que de quelques compagnons d'armes pour mener à bien cette conquête. Or, procéder par la force serait suicidaire. Une idée lumineuse lui vient alors en tête. Tu as entendu parler du fameux épisode du cheval de Troie? Eh bien, suivant le même procédé, Malizia et ses compagnons se déguisent en moines franciscains et demandent l'hospitalité pour la nuit. Une fois à l'intérieur, Malizia et sa troupe se rendent maîtres du peu de soldats qui la défendent. Ils remportent ainsi une inaccessible victoire par la ruse la plus audacieuse qui soit. De cet épisode héroïque naît son surnom, Malizia. Et sur les armoiries que tu vois là représentées, tenant le blason des Grimaldi, ce sont deux moines franciscains armés d'une épée qui rappellent ce mythe fondateur. Mais ceci n'est que le commencement. Et voici comment les rebondissements de cette aventure en tissent une autre, tout aussi passionnante. Tu vas être déçu. La forteresse ne reste aux mains de Malizia que peu d'années, et les Génois s'en emparent à nouveau. Mais ce qui peut paraître un échec est de fait un premier pas vers la constitution de notre pays. Effectivement, 30 ans après l'abandon forcé, une réconciliation passagère entre Guelfes et Gibelins amène le fils de Régnier Ier, Charles, à reprendre possession de Monaco. Il va enfin pouvoir faire figurer le titre de seigneur de Monaco sur son sceau personnel. Et grâce à l'argent de leurs travaux militaires en pleine guerre de 100 ans, les Grimaldi agrandissent leur territoire avec l'acquisition de la seigneurie de Menton. Une légende raconte qu'au moment de quitter le paradis, Ève déroba un citron qu'elle dissimula. Arrivée à Menton, elle enterra le citron en déclarant « C'est ici, dans ce paradis de rêve, que je retrouve notre paradis. » Et de toutes parts, les citronniers illuminèrent la plaine de la flamme éclair de leurs rameaux. Bien sûr, ce n'est qu'une légende, mais comme tu vas le voir, elle prend racine, comme beaucoup de légendes, dans la réalité. À la fin du Moyen-Âge, Menton se tourne vers une économie spécialisée dans la culture du citron. Mais c'est au XVIIe siècle que la grande aventure commerciale de l'agrumiculture démarre concrètement sous le règne du prince Louis Ier. Il fixe un cadre juridique à cette nouvelle source de revenus. Mais cette spécialisation a aussi ses revers, la dépendance des aléas climatiques. En 1820, les arbres gèlent et plongent la population dans la disette, parfois même dans la misère. La crise économique contribue au mouvement de contestation qui secoue le joug de l'autorité princière. Le mouvement aboutit à la rupture en 1848. Menton choisit de faire sécession. Finalement, c'est la France qui récupère la ville, bien plus tard, en 1861. Aujourd'hui encore, les empreintes des bâtisseurs princiers sont nombreuses à être visibles dans la ville que l'on a surnommée la perle de la France. Mais revenons en 1355. 9 ans après l'acquisition de la seigneurie de Menton, c'est au tour de la seigneurie de Roquebrune de compter parmi les possessions des Grimaldi. La continuité territoriale est alors assurée. Tu dois savoir une chose très importante. C'est que les rois de France, au temps de la Renaissance, rêvent d'aller en Italie prendre des territoires. Pourquoi particulièrement en Italie ?
mais parce que c'est le berceau de notre civilisation européenne, la civilisation romaine. Or, il se trouve qu'en venant de France, Monaco est une sorte de clé pour entrer en Italie. Voilà pourquoi le roi de France, Louis XII, reconnaît la souveraineté de Monaco. L'indépendance de Monaco, c'est un acte fondamental. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais c'est un moment crucial. Un moment qui modifie et fait basculer définitivement le cours de notre histoire. Bien évidemment, Gênes tente un dernier siège, mais la résistance monégasque est héroïque. La forteresse est en grande partie détruite et il faut plusieurs dizaines d'années pour que les fortifications que tu vois aujourd'hui soient relevées. Les Grimaldi rejoignent enfin le cercle des princes européens. Mais 12 ans après la reconnaissance de la souveraineté de Monaco par le roi de France, le rocher ne trouve plus auprès de François Ier l'appui bienveillant octroyé jusqu'ici. Augustin Grimaldi décide donc de se placer sous la protection de la puissance la plus forte en Europe, l'Espagne. Des années plus tard, ce personnage emblématique de nos racines, c'est lui, Honoré Grimaldi que tu vois là, marque un tournant décisif. Il est le premier seigneur à prendre le titre de prince de Monaco. Prince de Monaco, c'est une étape fondamentale. Mais comme tu vas le voir, tout n'est pas encore gagné pour que Monaco assure sa pérennité sur la scène internationale. Au début du XVIIe siècle, la domination espagnole décline en Europe, tandis que la France devient la puissance majeure. La petite souveraineté monégasque a tout intérêt à être sous la protection du plus fort pour sauvegarder son indépendance. Le roi de France, Louis XIII, accorde alors aux Grimaldi un traité très favorable pour la principauté. Il est signé à Péronne le 14 septembre 1641. Il leur cède le duché de Valentinois en Dauphiné, le marquisat des Baux en Provence et le comté de Carladès en Auvergne. Je sais que tu es pressé d'entendre ce qui a suivi ce traité de Péronne, mais patience. Auparavant, je t'emmène au cœur de la Provence, dans une autre forteresse médiévale, celle des Baux, campée, elle aussi sur un rocher. Au Xe siècle, on parle du Balsium Castrum, c'est-à-dire du château de Balsio. Le nom Baux signifie falaise, mais selon la légende, la maison des seigneurs des Baux descendrait du roi mage Balthazar. Voilà pourquoi les armes des Baux que tu vois là comprennent une comète à 16 raies d'argent. L'étoile que suivirent les rois mages pour trouver Jésus à Bethléem. Et leur devise est « à Lazare Bothésar », c'est-à-dire au hasard Balthazar. Des seigneurs guerriers, rebelles et impétueux conduisirent au fil des siècles la puissance et les conquêtes de cette dynastie. Au XVe siècle, la Provence, qui était une souveraineté indépendante appartenant à la dynastie des rois de Naples, est rattachée à la couronne de France. Le roi Louis XI craint alors que le château ne tombe dans les mains des opposants à son autorité. Il ordonne son démantèlement en 1483. Au XVIIe siècle, la forteresse est définitivement mise hors d'état de nuire. En 1642, le village est érigé en marquisat et donné, comme tu le sais, à Hercule Grimaldi. Les princes héritiers du trône monégasque porteront désormais ce titre à leur naissance. Au XIXe siècle, la découverte d'une roche rouge riche en alumine, baptisée bauxite, donne une renommée mondiale au village. Après avoir essuyé tant de tempêtes, son fabuleux château restauré devient au XXe siècle le joyau d'un des plus hauts lieux touristiques de Provence. Et si les Grimaldi ont perdu leur fief lors de la Révolution de 1789, le prince héréditaire Jacques, marquis des Baux comme son père avant lui, est symboliquement lié à cette terre, signe de la chaîne ininterrompue du temps. Mais un autre destin croisé, un autre lien indélébile nous entraîne au cœur d'une autre région intimement liée à Monaco et à son histoire. Le Carladès. Tu te demandes sûrement d'où vient ce nom étrange, Carladès. C'est la forteresse construite sur le plateau de Carla, dont la racine car signifie rocher et qui a donné son nom à la région qui l'entourait. Et c'est ce rocher, encore un, qui est au centre de l'histoire que je vais te conter. Nous sommes au Moyen-Âge. Carla est le centre stratégique d'une puissance vicomtée. Imagine-toi l'une des plus redoutables places fortes d'Auvergne, perchée sur une table de roche basaltique haute de 40 mètres. Elle peut braver toutes les attaques. Mais sa réputation d'être insoumise au pouvoir royal lui est fatale. Et Henri IV, la jugeant trop dangereuse, l'a fait détruire en 1603.
40 ans plus tard, en 1643 à la suite du traité de Péronne, Louis XIII l'érige en comté pour le prince de Monaco. Il y ajoute la baronnie de Calvinet en compensation de la perte de ses terres. En 1668, le prince Louis Ier vient recevoir l'hommage de ses vassaux. Il s'installe plusieurs semaines dans un hôtel particulier de Vic, principal bourg de son comté, et qui est toujours appelé aujourd'hui Maison des Princes de Monaco. À la Révolution française, les Grimaldi perdront le Carladès après 150 ans d'administration. Mais le destin va bientôt renouer un lien puissant. Au début du XXe siècle, des érudits locaux rachètent le rocher menacé d'être exploité en carrière. Ils le cèdent au prince Albert Ier de Monaco. En vacances dans la région, sa petite fille Charlotte, alors mademoiselle de Valentinois, fait l'excursion du rocher en 1912. Aujourd'hui, ce lien vit à travers la princesse Gabriella qui porte le titre de comtesse de Carladès, renouant ainsi avec la tradition des enfants de sa famille qui ont eu cet apanage. Et c'est ainsi, dans les rebondissements des siècles, que deux rochers ont vu leur destinée se croiser pour construire une belle histoire commune. Mais revenons à Monaco en 1789. La Révolution française va bouleverser le cours de son histoire. La nuit du 4 août abolit les droits seigneuriaux. Tous les fiefs français des princes de Monaco sont perdus. Monaco est rebaptisé Fort d'Hercule et il est rattaché à la République française. Les Grimaldi perdent leur souveraineté. Après la chute de Napoléon, Monaco revient aux Grimaldi. Mais en 1848, une nouvelle révolution touche l'Europe et Monaco. Les villes de Menton et de Roquebrune font sécession. Elles laissent la principauté à la dimension du territoire d'origine. C'est presque un retour au berceau. Suite à la révolution industrielle, Charles III doit reconvertir l'économie monégasque. Il parie sur le développement du tourisme balnéaire et il confie à la Société des bains de mer et du Cercle des étrangers l'exploitation d'une ville nouvelle, Monte-Carlo. Le livre est sur le point de se refermer. Notre histoire, tu t'en doutes, ne se termine pas là. Mais lorsque plusieurs lunes se seront succédées, que ton esprit sera habitué à sa lumière, alors seulement ce livre reprendra vie. Alors seulement nous tournerons ensemble d'autres pages de notre histoire. Nous suivrons d'autres racines. Jusqu'à toi. Regarde. 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 Jusqu'à toi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je crois qu'une ovation encore plus importante est méritée par l'équipe de Mediacom qui a préparé ce magnifique spectacle avec une équipe qui est dirigée par Paolo. Alors je voudrais que vous leur fassiez une véritable ovation. Mais ces applaudissements s'adressent évidemment également à son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et sa famille. Je crois que, voilà, j'aimerais que vous applaudissiez le Prince, sa famille. Alors, il y a une tradition. Depuis 1992, les carabiniers, le 19 novembre, pour marquer leur attachement au prince, ont l'habitude de crier un hurrah, un triple hurrah. Alors ce soir, je vous propose de faire la même chose pour le prince, pour les princes et les princesses qui l'ont précédé. Alors tous avec moi,
Au Grimaldi, hip hip. Hip hip. Hip hip. Je vous remercie et je vous souhaite une belle nuit dans notre belle principauté de Monaco.